On s'intéresse maintenant aux zones de subduction, qu'il s'agit d'un nouveau chapitre de géologie, l'avant-dernier, les zones de subduction, que vous trouverez dans votre livre, à partir de la page 169. Donc tout d'abord, je vous rappelle ce que sont les zones de subduction. Ce sont des zones au niveau desquelles la lithosphère océanique plonge dans le manteau asténosphérique. Donc on va retrouver dans ces zones de subduction cette lithosphère plongeante, et puis par-dessus une lithosphère dite chevauchante. La lithosphère chevauchante peut être de type océanique ou continental, alors que la lithosphère plongeante est toujours de type océanique. Donc je vous rappelle quelques éléments sur la notion de lithosphère. Une lithosphère est constituée de deux éléments différents du point de vue pétrochimique, ou si vous préférez du point de vue des roches. On va trouver la croûte, donc une croûte océanique dans le cas de la lithosphère plongeante, et puis dessous, le manteau lithosphérique, qui a pour caractéristique d'être cassant, d'être rigide cassant, comme la croûte qui est par-dessus. Et sous cette lithosphère, on trouve l'asténosphère, constituée du manteau asténosphérique, qui a à peu près la même composition chimique que le manteau lithosphérique, mais il est lui ductile. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'on repère ces zones de subduction? On l'avait vu dans un chapitre précédent. On peut le repérer de plusieurs façons différentes, en particulier quand on étudie les foyers sismiques en profondeur. Sous par exemple ici la cordillère des Andes, on voit que des foyers sismiques s'enfoncent et ils tracent une ligne qu'on appelle, en 3D ça va donner un plan, qu'on appelle le plan de Wadati-Benioff, du nom des deux scientifiques qui ont trouvé cette chose. Ce plan marque la présence de la lithosphère océanique qui s'enfonce, vous voyez, à plusieurs centaines de kilomètres sous l'Amérique du Sud. On peut observer également cette lithosphère plongeante en étudiant les anomalies de température sous les zones de subduction, et on voit qu'il y a une zone plus froide, ici, qui plonge en profondeur. Alors ça, cette image-là, elle est déduite de l'étude de la vitesse de propagation des ondes sismiques. Autre point qui va beaucoup nous intéresser dans ce chapitre, c'est la présence d'un volcanisme dit de subduction, qu'on voit qui est symbolisé ici avec les petits volcans. Ce volcanisme de subduction est toujours présent sur la plaque chevauchante. Donc il y a un lien entre l'enfoncement d'une plaque océanique sous un manteau ici et la présence de volcanisme par-dessus. Donc on va essayer de comprendre dans ce chapitre quel est ce lien. Pour le comprendre, il faut tout d'abord étudier la dynamique des volcans au niveau des zones de subduction. Ces volcans sont dits explosifs, hein, ils émettent une grande quantité de cendres volcaniques qui correspondent en fait à du magma qui a été pulvérisé sous l'effet de gaz présents dans le magma, de gaz qui sont sous très haute pression, et sous l'effet de la remontée du magma, ces gaz vont littéralement pulvériser la lave, ce qui rend ces édifices volcaniques extrêmement dangereux. Ces cendres vont se déposer autour du volcan, constituent le cône volcanique, et beaucoup plus loin même, et ces cendres étant très chaudes, elles vont s'agglomérer pour donner des roches volcaniques qui sont présentées dans votre livre, donc page 172. Vous avez différents types de roches, des roches volcaniques comme l'andésite et la rhyolite, et des roches plutoniques, c'est-à-dire qui correspondent à la fraction du magma qui est restée en profondeur et qui a cristallisé en profondeur. Et on va retrouver une dualité dans la cristallisation des roches, comme on l'avait pour la croûte océanique. Rappelez-vous, les basaltes, par rapport aux gabbros, ils ont à peu près la même composition chimique, mais les basaltes sont microcristallisés parce qu'ils ont cristallisé, enfin ils ont refroidi, ils sont solidifiés à basse température. Alors que plus en profondeur, les gabbros, eux, ont eu le temps le magma a eu le temps de bien cristalliser, à donner une roche avec des grands minéraux. Mais on retrouve cette dualité
par exemple entre les andésites et les diorites. C'est quasiment le même magma, mais il y a une portion, cette fraction-là a cristallisé en surface, c'est refroidi en surface, et donc est peu cristallisée. Alors je peux vous montrer en plus, si vous voulez, des vidéos que vous trouverez sur YouTube d'éruptions volcaniques de type explosive. Donc on va voir voilà, une explosion. C'est une petite éruption. Les éruptions majeures, souvent on peut pas s'approcher, sinon on est tué. Les gens qui ont essayé de filmer sont tous morts. Voilà, donc on a l'impression qu'il n'y a pas de lave. Une autre éruption, cette fois-ci, même type, mais de nuit. Et là on va voir l'incandescence du système. De jour, on ne peut pas voir ces couleurs, l'œil humain ne peut pas le voir parce que la lumière solaire écrase ces couleurs-là, mais on voit bien que ce qui est projeté, ce sont des laves qui sont en fait déjà quasiment indurées. Alors on voit des éclairs dans le ciel, c'est parce que l'air est frictionné et chauffé, ce qui provoque la fabrication d'éclairs, c'est-à-dire de tout un tas d'électrons qui se propagent très rapidement. Donc on voit tous les blocs qui retombent autour du volcan, qui ont formé le cône volcanique. Voilà. Je vais vous montrer également des roches vues en microscopie. Donc ça c'est une andésite vue en lumière polarisée analysée. On trouve ici un minéral qui est une amphibole. Et tout autour on voit que les minéraux sont beaucoup plus petits. Il y a des feldspaths, ici, en bâton. En lumière polarisée non analysée, on retrouve une matrice, donc c'est la même chose, hein, une matrice avec des éléments très fins. Et puis ce gros minéral qui est une amphibole. L'amphibole, ici, c'est un minéral qui a la particularité d'être hydraté. Et ça va être un élément fondamental qui nous permet de comprendre d'où vient le magma, comment est-ce qu'il est fabriqué. Et il est hydraté, et vous imaginez tout de suite le lien qu'on peut faire avec l'océan qui est juste à côté. C'est en fait l'océan qui supporte la plaque lithosphérique subduite qui va en quelque sorte donner cette eau à cette roche andésitiques. Une autre roche, c'est l'équivalent plutonique, c'est la diorite. On voit que ici, toute la roche est entièrement cristallisée, avec toujours ici ces minéraux qu'on appelle les amphiboles qui sont colorés, et puis autour beaucoup de feldspaths, notamment un feldspath qui s'appelle l'andésine. Voilà, en lumière polarisée non analysée, donc c'est un peu moins spectaculaire, mais on retrouve la coloration des amphiboles, donc minéraux hydroxylés, ou on dit aussi hydratés, et tout autour des feldspaths, essentiellement. Ce sont des roches qui sont très riches en oxyde de silicium. Donc je vais revenir sur le livre, voilà. Si on tourne la page du livre, on va voir que ces roches, vous voyez, si je regarde ici l'andésite, c'est une roche qui est un peu plus riche en oxyde de silicium, on le voit en haut de la page, hein, la teneur en silice, c'est plus riche en silicium que les basaltes. Les roches typiques de la croûte continentale, elles sont très très riches en silicium. Et dans ces zones de subduction, on peut trouver donc des andésites, des dacites, des rhyolites, pour les roches volcaniques, mais aussi pour les roches plutoniques, des diorites, des granodiorites, des granites. Et aujourd'hui, on sait que ces roches, fabriquées dans les zones de subduction, sont à l'origine d'une nouvelle croûte continentale. Pour en revenir à la teneur en silice, c'est cette teneur en silice qui est fondamentale pour comprendre la dynamique d'un volcan explosif. La teneur en silice va contraindre la viscosité des laves. C'est-à-dire que plus c'est siliceux, plus les laves seront visqueuses. Une lave visqueuse va donc s'écouler difficilement, et lorsqu'elle remonte
des profondeurs de la chambre magmatique, la décompression de la lave va faire que tout un tas d'éléments qui étaient à l'état liquide ou solide vont passer à l'état gazeux et vont chercher à ressortir rapidement de la lave, puisqu'ils vont être plus légers. D'accord ? Donc ça va faire des espèces de bulles emprisonnées, et lorsque la pression est trop basse autour de la lave, eh bien la lave se pulvérise sous l'effet de la dilatation des gaz, c'est l'explosion du volcan. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.